ces questions. Merci d'abord à l'ensemble des orateurs pour cette matinée. J'aurais voulu, donc je suis médecin de MPR, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, et je m'occupe de personnes en état de conscience altérée. Et j'aurais voulu rebondir sur la question de la fin de vie qui a été soulevée chez ces personnes où on peut se poser en fait la question d'une fin de vie antérieure ou d'une continuité existentielle. Et finalement, c'est des questions qui reviennent régulièrement quand on est confronté à ces personnes. Et dans ce que vous nous avez apporté, et c'est là où c'est intéressant parce qu'on le retrouve en clinique, il y a d'une part une vie psychique, et cette vie psychique, on peut la retrouver chez ces personnes en état de conscience altérée, où tout d'un coup, à l'évocation d'un souvenir, voilà, des proches qui arrivent, on a tout d'un coup une réémergence d'une vie antérieure, sous la forme parfois excessivement discrète, de grimaces, de larmes, etc., beaucoup plus violente. Et donc, ça nous amène à une continuité, même en état de conscience altérée, dans une vie psychique antérieure. Et peut-être que c'est pas, peut-être pas complètement une fin de vie, mais une vie différente chez ces personnes qui vont faire émerger quelque chose de nouveau ou une sorte de métamorphose, je ne sais pas trop comment on pourrait l'appeler, mais en tout cas une continuité. Alors, à l'inverse, d'un point de vue neuropsychologique, la définition de la conscience et de l'inconscience est excessivement difficile, hein, qu'on le voit d'un point de vue psychanalytique ou d'un point de vue neuropsychologique. On a excessivement de mal à définir ces états et on voit qu'il y a un continuum qui se fait, ne serait-ce qu'au niveau de l'histoire, ne serait-ce qu'au niveau des définitions psychanalytiques et des recherches qui sont faites autour de ces questions. Mais lorsque cette interface de la conscience s'altère, comme on vous l'avez évoqué dans les états de conscience minimaux ou minimales, hein, c'est la conscience qui est minimale et pas les états, on peut se demander s'il n'existe pas des processus existentiels automatiques implicites dans lesquels on peut suggérer qu'un inconscient cognitif va jouer un rôle clé dans la réémergence d'un état de conscience plus élaboré. Et les études montrent en effet que peut-être qu'il faudrait s'intéresser de plus en plus à des stimulations émotionnelles pour aller rechercher ces états de, de, de conscience altérée d'un point de vue neuropsychologique ou neuroscientifique. Et voilà, sur les potentiels évoqués cognitifs, comme vous le disiez, l'évocation n'est pas la même sur un son qui est différent que sur un prénom qui diffère. Et lorsqu'on met le prénom du patient ou le prénom d'un proche, ben, la réponse est différente. Ce qui veut dire qu'il y a une intégration cognitive qui est faite sur quelque chose d'émotionnel. Et je trouve que d'essayer de rassembler les deux discours pourrait être intéressant. Alors certes, il s'installe une nouvelle vie dans un état qui est altéré, qui pourrait s'apparenter à une espèce de reconfiguration, et c'est là la difficulté de la prise en charge en rééducation de ces personnes, parce qu'évidemment, la personne n'est plus la même physiquement, elle n'est plus la même psychologiquement, et n'est plus la même sur le plan cognitif. Et quand on suit ces personnes en cours, on voit bien que des difficultés émergent néanmoins. Et donc, cette transition vers une forme d'existence, est-ce qu'elle vaut la peine d'être vécue? Ça, je ne sais pas répondre à cette question. Mais quand on retrouve ces personnes 5 ou 10 ans après, comme vous le disiez, ben finalement, on pense que la vie vaut la peine d'être vécue. Juste une petite anecdote. J'ai vu il y a 15 jours une patiente qui était pratiquement mourante en éveil de coma en rééducation, voilà, qui était capable de marcher et qui trouvait que c'était vachement chouette d'être passée à l'unité d'éveil de coma parce que maintenant, son mari faisait tout à la maison et qu'elle était tranquille et qu'elle n'avait plus à faire les courses. Donc, je pense qu'il y a une reconfiguration, certes. Le message qui va être un message clé, c'est que je trouve qu'il est extrêmement dangereux de prendre des décisions dans des états aigus. C'est-à-dire qu'à la phase initiale de la réanimation, comme vous le disiez, c'est excessivement difficile parce qu'on n'a pas encore des facteurs pronostiques qui nous permettent de juger quelle sera la vie future et que sans une analyse qui soit excessivement précise et
en essayant de rester le plus factuel possible et de ne pas mettre des notions qui sont vieilles comme le monde, de se dire ah, ça va être un légume. Voilà. Combien de fois on l'a entendu, ça va être un légume, où il n'aurait jamais voulu vivre la vie en situation de handicap. Voilà. Il n'aurait jamais voulu être comme ça. Sauf que quand on retrouve cette personne quelques années après, bah, finalement, tout se passe bien. Donc je pense vraiment qu'autour de ces différents points de vue et de ces différents regards, la question de la matinée qui nous amène sur cette fin d'une vie antérieure et d'une continuité qui va se mettre en place, va être d'aborder sous différents regards, de croiser les regards autour de ces personnes et de ces familles et d'avoir une analyse excessivement précise de la situation, non pas de la situation individuelle, comme trop souvent jugée, mais d'une situation sociale, sociétale de l'individu dans son environnement, ce qui revient à proposer une analyse très systématique, voire systémique, de la situation, sans décider au départ et trop rapidement de l'avenir de cette personne. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour cette matinée. Ah, ce plan. Merci. Écoutez, je suis très honoré que m'invitiez comme ça à prendre la parole. En fait, je suis un touriste. Non seulement je suis un touriste ici, mais je ne suis pas clinicien. Donc, en deux mots, je m'intéresse depuis pas mal d'années à l'origine de la subjectivité chez le bébé tout petit, qui est typique, et dans son développement. Donc, je m'intéresse à des niveaux de conscience tels qu'ils se révèlent au cours du temps dans la vie du plus petit. Alors, en deux mots, si je devais faire une présentation ici, pour juste vous donner un sens de mon identité dans la recherche, euh, j'ai fait beaucoup de manifs qui montrent que au départ, il y a très tôt en éveil, ce que vous avez référé ici dans plusieurs exposés à la conscience P phénoménale, et que le bébé à la naissance, c'est une entité, il se vit comme une entité différenciée par rapport à d'autres entités du monde. Donc, il a un regard quelque part, dès le départ, objectivé. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est de voir comment cet éveil primordial, cette conscience implicite primordiale, se développe pour devenir ce que peut-être vous avez entendu parler de M. Zazo, qui a travaillé pendant des années sur la reconnaissance du miroir. Vous avez certainement lu Lacan, puisque vous étiez clinicien. C'est ce moment aux alentours des 18 mois où l'enfant se reconnaît, s'objectivise dans le miroir, mais non seulement s'objectivise dans le miroir, mais commence à exprimer des émotions qui sont sociales, telles que le sens de la réputation, l'embarras, la honte, etc. Donc, ce qui m'apparaît être spécifiquement humain, donc qui touche à la nature humaine, et donc pour moi, c'est l'émergence de ces signes de conscience de soi qui seraient pertinents. Bon. Ceci dit, ça, c'est le genre de recherche que j'ai fait et bien d'autres. Mais la raison pour laquelle je suis venu ici parmi vous, c'est parce que j'ai un projet, depuis toujours, j'étais très intéressé par un phénomène qui m'a sauté à la vue en voyageant partout dans le monde, en faisant de la recherche interculturelle chez les tout petits enfants. C'est le fait que partout où on va dans le monde, dans les plus petites, les régions les plus escarpées, les petits villages ou les grandes villes comme Pékin ou New York ou autres, il y a un dénominateur commun de la façon dont la vie des gens est organisée.
c'est autour d'une transe, ce que j'appellerais une transe agile, une transe provoquée. On prend des drogues, on écoute de la musique, on danse, on s'engage on se perd, on s'abandonne. Et en fait, dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, il y a une cultivation, une culture de l'extase. Et on le vit tous, on va au cinéma, on va au théâtre, etc. Donc moi, c'est ce thème qui m'intéresse, c'est l'état de conscience alterné, mais quelque chose qu'on provoque pour soi. Alors la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on recherche l'extase d'une façon universelle, et alors, je pense particulièrement chez les humains. Et en fait, si on prend littéralement le mot extase, ça veut dire se sortir de soi. C'est des racines grecques. Et donc, si on accepte le fait qu'il y a cette culture universelle de l'extase que l'on recherche et qu'on essaie de se sortir de soi, qu'est-ce qu'on essaye de fuir? Quel est cet état normal de conscience, normal? Qu'est-ce que cet état normal de conscience? Et qu'est-ce que l'on recherche dans cette tentative universelle de quelque part s'abandonner et transcender un état? Voilà, ça c'est la raison pour laquelle je suis ici. Ça m'intéressait de savoir comment vous, cliniciens, abordez ce... Maintenant, plus spécifiquement, si je peux me permettre encore 2 minutes, des choses qui sont sorties sur ce que j'ai pu entendre ce matin. Il y a une chose de M. Herman, c'est le fait que les neurosciences, c'est vrai que c'est extraordinaire de pouvoir entrer dans la boîte noire et de pouvoir utiliser ces nouvelles technologies pour établir des constats et faire des pronostics et aussi pouvoir suivre le patient lorsqu'il émerge à un niveau d'autonomie de conscience. Madame Bazan, ce que je trouve intéressant, mais avec un certain scepticisme, c'est que je pense que dans la neuropsychanalyse, il y a une volonté de substantifier, d'objectiver les mots, les paroles, les idées extrêmement fécondes de nos ancêtres, Freud en particulier. Il y a cette idée, et j'ai toujours un petit peu la crainte que on se leurre un petit peu dans cet effort d'objectiver. Je pense que pour moi, la lecture de Freud, je la prends à ce niveau-là, au niveau de sa parole, de son système, comme je prends les idées de Piaget. J'ai grandi dans son école à Genève. Je le prends comme un niveau d'analyse qui est très utile dans mes recherches. Mais bon, il faudrait que j'apprenne davantage sur, et j'aimerais beaucoup avoir une discussion avec Mme Bazan, sur dans quelle mesure cette approche de neuropsychanalyse, en quoi elle vous aide dans votre pratique clinique. Parce que vous êtes sur le terrain de la souffrance et la question, c'est de savoir dans quelle mesure cette démarche de substantification et d'objectivation des idées vous êtes dans la clinique. Mais ça, c'est une question personnelle. Oui, il faut que j'arrête là. Et j'aimerais juste encore un mot pour Madame Korff-Soos. J'ai trouvé très intéressant qu'elle se réfère à Descola et sur le rapport entre la nature et l'expérience. Je pense que son insistance sur l'aspect relationnel et d'intérieur, pour moi, est effectivement extrêmement. Juste la féliciter pour faire ce point. Merci.